Vous êtes sur Tandem 2.0 et ce soir nous avons un invité exceptionnel, Monsieur Alexandre Delval. C'est un géopolitologue de renom, il écume tous les plateaux télé, il est invité pour apporter son expertise sur ces sujets de prédilection qui tournent autour de l'islam, du monde arabo-musulman, des relations entre l'Europe, la Turquie. Et ce soir, il vient nous parler d'un sujet chaud bouillant, Black Lives Matter. Restez avec nous. Eh bien bonsoir, bienvenue à nouveau sur Tandem 2.0, votre émission Web TV sur Facebook. On a un invité absolument exceptionnel ce soir, Monsieur Alexandre Delval. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Merci d'être là, merci d'avoir accepté notre invitation. Sur le plateau, Jérôme Haas, chroniqueur Tandem que vous connaissez tous. Bonsoir Daniel. Bonsoir Jérôme. Alexandre Delval, géopolitologue, consultant, essayiste, enseignant, conférencier, chroniqueur. Votre spécialité, l'islamisme, le terrorisme islamiste, l'analyse des relations entre l'Europe, la Turquie, l'Europe et le monde arabo-musulman. Vous avez écrit des tas de livres. Les 3 derniers, je les rappelle pour nos spectateurs, Les vrais ennemis de l'Occident, La stratégie de l'intimidation et le projet qui vient tout juste de sortir. On pourrait faire plusieurs émissions rien que pour traiter tous les sujets que vous évoquez. Ce soir, vous avez accepté notre invitation pour parler d'un sujet d'actualité, une actualité mondiale, puisqu'on va parler de Black Lives Matter. Black Lives Matter est un mouvement politique qui est né aux États-Unis en 2013, sous Obama, créé suite à l'acquittement du surveillant de voisinage George Zimmerman, qui avait tué un adolescent noir, Trayvon Martin, au cours d'une altercation. Depuis, il y a eu l'affaire George Floyd, il y a eu des tas d'autres affaires, il y a eu l'affaire Traoré en France. Et donc, on aimerait avoir ici, pour nos auditeurs et nos spectateurs Tandem 2.0, votre vision des choses sur Black Lives Matter. Monsieur Alexandre Delval, c'est à vous. Oui, alors ma vision des choses, elle est finalement assez mesurée parce que aujourd'hui, il y a les pro-Black Lives Matter qui sont du côté des insurgés, même de certains casseurs, de groupes violents, tant aux États-Unis qu'en France. Et de l'autre côté, il y a ceux qui disent « mais non, ça n'existe pas » et qui sont dans la négation totale. Moi, je pense qu'il y a un vrai problème aux États-Unis. Déjà, il faut distinguer États-Unis et France. Aux États-Unis, il y a une vraie histoire ça s'appelait pas apartheid, mais ça s'appelait la ségrégation raciale, avec un véritable racisme d'État structurel qui a été aboli, quand même, il faut le rappeler. Les Américains, heureusement, l'ont aboli. Mais il y a des restes. Et il est vrai qu'il y a encore des pans de la société, c'est pas l'État en tant que lui-même, il n'y a pas de racisme structurel aujourd'hui, mais dans la société, il y a encore beaucoup plus d'influence racialiste et raciale du côté des Blancs qu'en Europe de l'Ouest, puisqu'aujourd'hui, en Europe occidentale, les seuls endroits où il y a encore des phénomènes racistes assumés de type absolument fou et totalitaire, c'est quelques nazillons en Allemagne de l'Est, dans les endroits très pauvres, et éventuellement dans certains pays de l'Est. Mais en Occident européen, on n'a pas ce phénomène de réminiscence de racisme structurel. Et en France, en Belgique, en Italie, en Allemagne, de l'Ouest, et bien sûr en Espagne, au Portugal, on n'a pas de groupes racialistes comme le White Power américain, ou de Ku Klux Klan, ou même de groupes nazis qui sont tout à fait autorisés aux États-Unis. Donc, premièrement, moi, je distinguerais États-Unis-Europe. Deuxièmement, ce que j'observe, c'est que s'il y a un vrai problème qu'on ne peut pas nier, le racisme existe partout et contre tous, d'ailleurs, malheureusement, c'est pas que dans un sens. Il y a un phénomène qui est absolument dommageable à la cause antiraciste, c'est une récupération du noble thème de l'antiracisme. Et on pense à Martin Luther King, qui a été un homme extraordinaire, on pense à Mandela, c'est des hommes de paix. On instrumentalise les figures de Mandela, qui en fait n'étaient pas du tout un revanchard comme les traoristes,
ou le mouvement Black Lives Matter, il voulait la paix, il voulait même faire la paix avec ses anciens bourreaux. Enfin, c'est un exemple de tolérance et de magnanimité extraordinaire, Mandela. On a Martin Luther King, comme vous le savez, qui luttait contre la judéophobie et qui était un humaniste. Il avait de véritables valeurs humanistes et qui savait dépasser son propre racialisme. Et aujourd'hui, on instrumentalise le noble combat de l'antiracisme, des nobles figures comme Mandela ou Martin Luther King, pour défendre une sorte de racisme à rebours, un racisme noir, islamiste, parce que c'est surtout des mouvements blacks suprémacistes noirs et des mouvements islamistes, ou parfois les deux à la fois. Derrière ces mouvements, parmi les casseurs, les agitateurs, on a retrouvé en France comme aux États-Unis The Nation of Islam. The Nation of Islam, c'est le mouvement du fameux pape noir islamiste qu'on a appelé le Hitler noir, tellement qu'il était sympathique avec Hitler, parce qu'il est tellement raciste envers les Juifs, tellement judéophobe, qu'il a pardonné à Hitler son racisme structurel, parce que, au nom de la cause de l'islamisme et de la judéophobie. Louis Farrakhan, le patron de Nation of Islam, est un homme qui est adulé par l'aile dure du mouvement Black Lives Matter. Et enfin, derrière ces mouvements qui instrumentalisent, encore une fois je répète, la cause noble de l'antiracisme, et je ne nie pas qu'il existe du racisme ici ou là, et à mon avis plus aux États-Unis qu'en France, il y a l'extrême gauche, une grande partie de l'extrême gauche. Un de mes amis du renseignement m'a confirmé qu'on a trouvé derrière le comité Traoré de très nombreuses connexions avec l'extrême gauche trotskiste et mélenchoniste, avec de nombreux appels à déstabiliser la République. Donc on a l'extrême gauche qui veut utiliser l'antiracisme de plus en plus violent pour délégitimer l'État et la police, et qui aimerait utiliser ces banlieues et ces personnes indignées, persuadées qu'il y a un racisme structurel, les utiliser comme un prolétariat révolutionnaire violent pour casser l'État occidental. Et ça, on le retrouve, même si j'ai dit qu'il y avait des différences dans les deux sociétés, américaines et françaises, le point commun, c'est la volonté de l'extrême gauche d'un côté et de mouvements islamistes noirs suprémacistes comme Nation of Islam ou islamistes tout court, notamment les frères musulmans. Et ça, c'est le lien avec mon livre. À la fin de mon livre, Le Projet, nous montrons à quel point les frères musulmans ont été habiles ces dernières années. Depuis Kardawi et Ramadan, Tariq Ramadan, il y a eu un mouvement de rapprochement vers les no-globals, les anti-mondialisations, la gauche, l'extrême gauche, pour essayer de faire croire que, et ils ont réussi même aux États-Unis, ces islamistes, à pénétrer le mouvement noir en disant « black, même si vous êtes chrétien, black, chrétien ou musulman, et arabe ou musulman islamiste, nous avons la même cause, nous avons la même source de nos problèmes, les juifs, l'Occident, le complot judéo-maçonnique, le capitalisme, le blanc, et les juifs et les chrétiens auraient été tous les deux les maîtres de l'esclavagisme, un esclavagisme qui n'aurait été d'ailleurs que blanc judéo-chrétien occidental. On passe sous silence l'esclavagisme arabo-islamique. Et là, il y a une véritable stratégie des frères musulmans de faire comme l'extrême gauche, de séduire par la paranoïa collective, séduire le mouvement black. Et aux États-Unis, on l'observe, mais en France, depuis Traoré, on l'observe aussi. Mais alors, l'objectif, c'est... On est là sur un processus de déstabilisation organisée. Ah oui, absolument. Moi, je ne suis pas complotiste, mais je crois aux plans. Ça existe, les plans, et les projets, ça existe. Et tant l'extrême gauche que les frères musulmans, ce sont deux grandes organisations révolutionnaires anti-occidentales qui ont compris l'intérêt de infiltrer, de faire de l'entrise, mais aussi d'utiliser des nouvelles forces révolutionnaires, parmi tous les déçus, les perdants radicaux, comme dit un grand philosophe, Hans Asperger, et essayer d'instrumentaliser toute la misère humaine pour justifier, pour l'un, la cause rouge, communiste, pour l'autre, la cause verte, la cause islamiste. Et quand je dis vert, c'est double vert, puisque les verts écolos, qui sont en fait plus rouges que verts, eux-mêmes défendent les mouvements islamistes et tous ces mouvements pseudo-antiracistes, parce que, si vous voulez, c'est l'alliance de ceux qui en veulent à l'Occident et qui sont prêts à utiliser n'importe quel ressentiment vindicatif pour avoir des nouvelles forces pour taper contre l'Occident, c'est-à-dire l'Europe, l'Amérique et Israël.
Mais on a vu qu'il y a des moyens humains, il y a des moyens financiers qui sont mobilisés, puisque il y a toute une organisation, il y a des t-shirts, des casquettes. On s'est débrouillé aussi pour mettre sur les trajets des manifestants des pavés pour qu'on puisse provoquer de la casse. C'est financé par qui tout ça? Alors, je n'ai pas de certitude, mais et c'est pas pour toujours revenir à ce brave homme, le pauvre, tout le monde lui tombe dessus, mais apparemment, Open Society de George Soros n'aurait pas été totalement étranger au début du mouvement. Peut-être pas à la dérive, mais à mon avis, il n'y a pas que lui. Hein. Vous savez, c'est comme les migrants à Lampedusa qui arrivent de Libye. Il n'y a pas que l'organisation de Soros qui finance les bateaux qui coûtent très cher d'ailleurs, qui vont repêcher les migrants près des côtes libyennes pour les amener en Italie. On retrouve une série d'organisations, d'ONG, d'associations. D'ailleurs, maintenant, on parle les associations ne sont pas contentes parce que telle ou telle loi ne sont pas contentes, prônent la désobéissance civile. C'est une mode depuis les années 90. On fait passer pour des gens, pour des enfants de cœur et des autorités morales, des associations et des ONG. Rappelez-vous, quand on parlait de problèmes d'immigrants avec l'accord de Marrakech des Nations Unies, on disait les associations demandent que les gouvernements adoptent, les ONG demandent. Et quand on dit les ONG, ça ne veut rien dire parce qu'il y en a plein parmi ces ONG qui sont soit d'extrême gauche, soit financées par des gens comme Soros qui ont pour agenda de détruire l'État occidental, les uns par ultralibéralisme libertaire. C'est ce que le grand sociologue américain appelle Macworld, ceux qui veulent un monde comme Soros, totalement sans frontières, le sans-frontiérisme capitaliste, multinational, mondialiste d'un côté, et le sans-frontiérisme d'extrême gauche de l'autre. Et en fait, ça explique pas mal de choses. Dans les mouvements pro-migrants ou pro-Traoré ou pro-Floyd, vous retrouvez l'alliance de capitalistes mondialistes qui sont capitalistes parce qu'ils sont libertaires. En tant que libertaires, ils sont contre l'État. Et comme ils sont contre l'État, ils trouvent n'importe quelle cause pour délégitimer l'État. Et les autres qui n'ont rien à voir, les forces d'extrême gauche, qui elles sont plutôt des forces culturelles, elles ont la culture, les médias et les universités. Et quand vous alliez la puissance de certaines multinationales mondialistes de l'argent avec la puissance intellectuelle, culturelle de l'extrême gauche qui est infiltrée dans l'éducation et les médias, eh bien ça donne un mélange explosif capable de déstabiliser de manière durable l'Occident. Et malheureusement, personne ne fait rien contre ces deux grandes forces du mondialisme que j'appelle le rouge et Macworld. On a des éléments factuels ou des preuves de l'implication de ces associations dans ces mouvements? Ah ben on en a plein, absolument, oui. On a beaucoup d'associations. Regardez, rien que sur Twitter, c'est une source première puisque c'est Attac lui-même. Le mouvement Attac, qui est un des mouvements protagonistes de l'anti-mondialisation, du no global, très anti-Israël, très pro-Tariq Ramadan, très pro-islamiste, très tiers-mondiste. Ils étaient très présents aussi à Durban. Hein, si vous voulez voir un petit peu le spectre des associations, des ONG assez puissantes qui ont rejoint le traorisme en France ou le Black Lives Matter dans sa version la plus radicale, c'est pratiquement les mêmes associations, dont Attac et dont les grandes associations No Global, que l'on retrouvait déjà à Durban. Et rappelez-vous, Durban, c'était effrayant pour beaucoup de progressistes sincères, hein, notamment de la communauté juive, mais aussi autres, parce que ça a été un choc pour beaucoup de mes amis, notamment Pierre-André Taguieff et d'autres. Ça a été un choc parce que un haut lieu du progressisme était devenu un haut lieu de l'anti-judaïsme sous couvert d'antisionisme. Rappelez-vous Durban. Mais à Durban, vous aviez à peu près les mêmes associations et ONG qui sont derrière l'immigration clandestine en Libye, qui aident les passeurs, et qui sont derrière les traoristes et les Floyd et compagnie. Et vous remarquerez que depuis la création du mouvement Black Lives Matter, à chaque fois, on défend quoi ? Pas quelqu'un qui est un innocent, qui est tout à fait honnête, citoyen, qui paye ses impôts, mais très souvent, quelqu'un qui fait partie du monde de la délinquance. Parce que l'idée, c'est de défendre ce qui peut déstabiliser l'ordre régalien. Donc il y a une logique, il y a une cohérence, et on ne peut pas dire que ça soit une contradiction. Il y a une véritable cohérence d'action et de but et de moyens. Mais c'est effrayant pour l'avenir occidental, ce que vous nous dites. C'est effrayant, oui, vous avez raison de dire l'Occident. Pour vous, en Israël, comme pour n'importe quel État régalien, ou même, sans utiliser le mot régalien qui choque certains progressistes, mais l'État de droit tout court. L'État de droit, comme dit Max Weber, il est fondé sur la fin du tribalisme. Il n'y a pas de justice personnelle.
on ne se rend pas justice soi-même, ni soi-même individu, ni groupe, et seul l'État a le monopole de la coercition légitime, comme dit Max Weber. Et l'inversion des valeurs consiste à dire que la violence, quand elle est le fait de l'état de droit, elle est illégitime par nature. Et c'est pour ça que ces comités, si encore ils défendaient des vrais innocents, mais il y en a des vrais innocents, il y en a des Noirs ou des Arabes ou des Français ou des de souche, entre guillemets, ou des Asiatiques ou des braves gens, peu importe d'ailleurs leur origine, vieux, handicapés, qui se font agresser de manière horrible chaque jour. Mais pourquoi ces mouvements choisissent à chaque fois comme héros des gens qui eux-mêmes ont tué ou agressé? C'est quand même bizarre. Floyd avait agressé, celui avec qui est né le mouvement Black Lives Matter avait tué, et Traoré a braqué, agressé et frappé et même violé toute sa vie. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de dire quand quelqu'un est violent au nom de la haine de l'État, sa violence est légitime, car l'État, il est nazi. Si vous grattez l'idéologie de ceux qui sont derrière ce mouvement, leur idée, c'est la même que ceux de Cohn-Bendit en 68, CRS égale SS, État égale nazi. C'est Foucault, c'est Cohn-Bendit, c'est Marcuse, c'est la révolution 68arde. L'idée, c'est qu'on doit faire une révolution à la fois marxiste et libertarienne, d'où l'alliance entre les libertaires capitalistes et les libertaires marxistes. L'idée, c'est une société sans État. L'État est mauvais en soi. Et pour délégitimer l'État, qu'est-ce qu'on a fait? Ce qu'avait annoncé le grand philosophe juif allemand Léo Strauss, vous savez, qui était devenu américain, qui est devenu la référence des conservateurs. Qu'est-ce qu'il dit en 1952? Un jour, il suffira de traiter quelqu'un d'hitlérien pour le délégitimer, même s'il n'a rien à voir avec Hitler. Il suffira de dire que Hitler aimait son chien pour diaboliser ceux qui aiment leur chien. Et malheureusement, ce qu'a écrit Léo Strauss en 1952 est tout à fait actuel. Aujourd'hui, toute la stratégie de ces mouvements, qui sont en fait contre l'État démocratique, c'est d'accuser l'État démocratique occidental d'être nazi. Bizarrement, leur haine anti-État, ils ne l'exercent pas contre la Chine qui déporte les musulmans. Ils ne l'exercent pas contre la Turquie de M. Erdogan, qui a fait assassiner plusieurs prélats catholiques ces dernières années, qui a justifié l'antisémitisme de retour en Turquie. Ils ne l'exercent pas contre le Venezuela ultranationaliste marxiste. C'est uniquement contre les États occidentaux. Il suffit de se poser la question. Quand on est orienté à ce point, c'est qu'il y a un but. Et le but, c'est de détruire uniquement l'État démocratique, puisque seul en Occident, il y a des véritables États démocratiques. Et quelle peut être à court ou à moyen terme la suite de ces mouvements et les conséquences pour ces pays occidentaux? Moi, je crois qu'une véritable déstabilisation des pays occidentaux est possible. Et depuis 20 ans déjà, je n'avais pas osé écrire de livre. Je croyais me tromper et être trop pessimiste. Parce que parfois, moi, je pense contre moi-même. Et parfois, je me dis, bon, je dois exagérer. Et je n'ai pas écrit ce livre que j'aurais voulu écrire il y a 20 ans, L'Horizon Mad Max. Je l'ai repris dans des articles et des vidéos récentes. Mais malheureusement, une de mes amies de l'UPJF, d'ailleurs, me disait, tu aurais dû écrire ce livre il y a 20 ans. Parce que malheureusement, ce que tu croyais être un peu exagéré dans ta pensée, vous savez, les géopolitologues, parfois, on craint un peu d'être déformé par notre formation et d'être un peu parano. Et je me disais, non, ça ne va pas aller jusque-là. Ben, je crois qu'on est à la porte de cela. On n'est pas encore, mais on y est presque. Vous l'avez nommé, Mad Max. Vous l'avez nommé syndrome Mad Max. Le syndrome Mad Max, c'est le retour de la guerre de tous contre tous. L'État étant tellement délégitimé qu'il n'ose plus exercer sa violence, même contre des bandits. Et par contre, la violence du bandit, de l'insurgé, du tchéguévariste, du haineux, du suprémaciste islamiste, du suprémaciste noir, ou même des copains des caïds. Vous remarquerez que la plupart des violences policières qu'on dénonce en France, souvent, c'est à la fin d'une course-poursuite, d'une arrestation d'un malfrat. C'est à chaque fois un malfrat qui se plaint que la violence s'exerce contre lui. Enfin, c'est un truc, c'est quand même assez extraordinaire quand on y songe. Alors, ça veut dire que bientôt, il faudra presque que des assureurs assurent les malfrats pour être sûr que s'il leur arrive quelque chose, ils soient dédommagés. De toute façon, on est dans un double système de manipulation, puisqu'il y a ce côté violence qu'on excuse parce qu'elle est contre l'État, justement, et puis il y a cette demande de repentance, de comportement contritionnel, où on oblige les Blancs à s'excuser pour tout, pour le passé, pour le présent, pour le futur. Oui. Ça en fait partie aussi, non ? Alors ça en fait partie, mais vous avez prononcé justement le mot blanc, c'est important parce que ce qui est effrayant dans cette histoire, c'est qu'on reparle maintenant de race blanche et de race noire.
On croyait qu'on était sorti de ce prisme racial ethnique, mais ce sont les néo-racisés, comme ils s'appellent eux-mêmes, et les indigénistes, et les supporters de ces groupes et de ce comité Traoré et compagnie, qui ont ramené le débat racial. C'est assez effrayant. On croyait ne plus avoir besoin d'utiliser des prismes raciaux ou ethniques, mais en fait, ce sont eux qui ramènent ça. Et à force de ne condamner le racisme que dans un sens, ben, ils sont eux-mêmes en train de créer une réaction blanche. Ils sont en train d'alimenter la réaction au sens double du terme, y compris au sens réactionnaire du blanc revanchard. En fait, ils font revenir le racisme dans le débat des sociétés démocratiques post-nazies qui croyaient en être débarrassés. Et ça, je pense qu'il faudrait le dire plus souvent, ce sont ces mouvements, je le répète, qui sont racistes, puisqu'ils s'appellent eux-mêmes néo-racisés. Vous savez, entre néo-racisés et racialistes et racistes, la différence, elle n'est pas énorme. Hein. Surtout quand vous entendez les propos de certains qui, dans leurs manifestations, hurlent « mort aux Juifs » ou « sale blanc », ou alors la fameuse leader des indigènes de la République qui se moque des sous-chiens. Alors après, elle fait croire que c'est juste un jeu de mots français de souche, sous-chien. Enfin, elle nous prend pour les imbéciles quand elle croit qu'elle n'a pas fait exprès qu'il y ait le mot chien pour désigner le blanc. On est en face d'un véritable racisme, et donc à un racisme répond un autre racisme, alors que ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est prendre un cas, quand il y a une agression policière, parce qu'admettons, la violence policière, moi je ne crois pas, mais des violences du fait de la police, ça existe. On regarde le cas. Si c'est un fait avéré de racisme, que la personne, qu'elle soit noire, blanche ou jaune, elle a été victime de racisme, eh bien, on le condamne. Il y a des lois aujourd'hui, heureusement, pour condamner et le révisionnisme et le racisme, c'est l'aggravant juridique. Mais si on n'a pas la certitude, par exemple pour l'affaire Traoré, on a 3 policiers qui interpellent quelqu'un. Parmi ces 3 policiers, 2 Guadeloupéens noirs. Donc, quand même, affirmer que c'était une violence policière de type racial de blanc contre noir, c'est complètement ubuesque, parce qu'il y avait 2 blancs parmi les policiers. Les enquêtes de police peut-être vont révéler qu'il y a eu une exagération, mais on n'est pas du tout dans le cas Traoré, dans le cas Floyd. Hein. Autre différence, Floyd, c'était un sadique qui a étouffé le type pendant 8 minutes, et un de mes amis policiers, qui pourtant est du côté de la police, m'a dit c'est abject. Ce qu'on a fait à M. Floyd, même si Floyd était un délinquant, c'est absolument abject, c'est une dérive. Mais on n'est pas sûr que ça soit raciste. Le type était connu pour utiliser son sadisme violent contre toutes sortes de repris de justice ou de personnes interpellées ou de gens qui contrôlaient en sortant des voitures. Et donc voilà, je pense qu'il faut revenir à la raison. On regarde un cas, on attend ce que dit la justice et les experts, et quand c'est avéré, eh bien on le dénonce. Mais c'est cette nouvelle tendance qui consiste à dire dès qu'un noir est interpellé ou un arabe, c'est forcément le fait du racisme, c'est aberrant. Alors, dans ce cas, on devrait faire pareil quand un Guadeloupéen interpelle un Français petit blond. Et heureusement, on ne le fait pas, parce qu'on n'est pas encore là, dans la parano, du côté des sous-chiens, comme disent les indigènes de la République. Monsieur Delval, vous êtes un des rares à tenir un discours aussi franc et aussi tranché devant les grands médias francophones. Comment vous expliquez la condescendance de tous ces médias mainstream qui soutiennent en quelque sorte ces mouvements, qui soutiennent ces délinquants? Quand on voit la différence de traitement, la différence des hommages qui ont été rendus et qu'on compare pour Traoré ou qu'on compare des personnes innocentes qui malheureusement sont morts non pas par accident, mais sont mortes assassinées, on effleure à peine leur histoire. On a vu même des grands artistes tels que Omar Sy prendre fait et cause pour Floyd, pour Traoré, mais ne rien dire pour ce chauffeur de bus, par exemple, qui s'est fait massacrer. Comment vous expliquez cette condescendance? Parce que dans la vision de ce nouvel antiracisme de type rouge-vert, rouge communiste ou vert islamiste ou vert écolo, c'est toujours le blanc occidental et l'État occidental judéo-chrétien qui est le mal absolu. Et quand un délinquant va agresser quelqu'un qui représente l'ordre, mais même un chauffeur de bus, pour eux, c'est déjà pratiquement un costume. C'est un chauffeur de bus, il a une sorte d'autorité, il est quasi assermenté. En plus, si c'est des bus, souvent c'est les autorités publiques qui représentent l'État. Donc le pompier est agressé, le médecin, même si le médecin ne représente pas l'État, il est assimilé à l'hôpital. En fait, tout ce qui paraît rappeler l'État occidental
directement ou indirectement, qui porte un costume ou un uniforme ou une blouse bleue ou blanche, est agressable. Et donc, un chauffeur de bus, il est chauffeur d'un bus qui est d'une compagnie publique, c'est l'État. Et donc, avec la complicité de nos grands médias qui vont traiter l'information de manière complètement différente oui. en fonction de la victime? Alors moi, je pense que plus qu'une complicité, il y a un formatage. Vous savez, quand depuis... Rappelez-vous ce qu'avait dit Sartre dans une préface à Frantz Fanon, le fameux écrivain, brillant d'ailleurs, qui venait des îles, je crois qu'il était martiniquais. Le grand écrivain Frantz Fanon, il est préfacé par Sartre dans un de ses livres sur les damnés de la Terre, et Sartre dit à quel point c'est bien de buter un Européen. Il emploie le mot tuer un Européen, assassiner un Européen. Donc, dans une logique esthétique un peu révolutionnaire, même s'il dit, voilà, c'est une double action, on est un petit peu dans ce schéma mental. Moi, je pense qu'il n'y a pas de complot, il n'y a pas de complicité, comment dirais-je, maléfique, de mauvaises intentions. Il y a un formatage mental qui participe des médias, de l'éducation, de l'enseignement, et on a été formaté dans ce qu'on appelle, nous, en géopolitique, des représentations, mais c'est aussi en sociologie. Les représentations géopolitiques, elles s'implantent, et c'est très difficile de les enlever. Et aujourd'hui, par exemple, prenez le cas qui vous intéresse beaucoup en Israël, l'antisémitisme, ou plutôt la judéophobie, comme dit Taguieff en France. Pourquoi on a du mal à critiquer la judéophobie qui est le fait, en grande partie aujourd'hui, quand elle est violente, de mouvements, sauf en Allemagne de l'Est, mais en France et dans la plupart des pays européens, c'est le fait surtout de populations islamistes ou islamisées. La dernière affaire étant malheureusement quelqu'un qui s'appelait aussi Traoré, et qui avait massacré de manière absolument atroce une retraitée juive qui pourtant l'avait même presque donné le biberon quand il était jeune. Et pourquoi on en parle assez peu? D'ailleurs, ce monsieur a été considéré dément ou irresponsable parce qu'il avait fumé du joint. Imaginez un petit blanc qui serait membre d'un groupe d'extrême droite. Heureusement, on n'aurait aucune circonstance atténuante et on l'accuserait d'être antisémite s'il avait tué quelqu'un après avoir fumé un joint en disant sale juive. Mais quand c'est un noir malien qui le fait, musulman qui était allé à la mosquée quelques heures plus tôt, on trouve un atténuant parce qu'on n'est pas habitué. On est encore dans des formatages, des représentations, et c'est même pas méchant. Moi, je connais des gens qui le pensent très sincèrement. Ils pensent sincèrement qu'un facho, ça peut être que blond aux yeux bleus. Un nazi, ça peut être qu'un occidental blanc. Ça ne peut pas être. Et si quelqu'un se comporte de manière violente et qu'il vient du Sud, ce que j'appelle le nouveau nazisme du Sud, pourquoi il est impuni? Parce que dans notre formatage mental, un nazi, ça peut être qu'un nazi en uniforme avec les SS et avec l'aigle impérial et avec le Troisième Reich comme référence. Monsieur Delval, et il faut longtemps pour changer les représentations. Voilà. Ça, je suis d'accord. On pourrait faire de toute façon une émission complète, rien que pour traiter de ce sujet-là. On arrive bientôt à la fin de notre émission. Oui. Je vais vous lancer deux thèmes et j'aimerais que vous puissiez réagir en fonction de tout ce qu'on vient de se dire sur ces deux thèmes. D'un côté, élection américaine, qu'est-ce que ça vous inspire par rapport à toute cette affaire? Et le mot-clé, enfin le concept clé de guerre civile. Alors, les élections américaines, moi, ce qui me choque, c'est l'instrumentalisation de ce problème de racisme, car je ne nie pas qu'il y a un problème racial aux États-Unis, mais l'instrumentalisation de cette question par les démocrates qui, pour essayer de gagner les élections, ont mis de l'huile sur le feu, ont même parfois appelé les manifestants à défiler sans condamner, certains l'ont fait mais d'autres non, les violences, c'est totalement irresponsable et ça permet d'aller à votre deuxième point, c'est ça qui peut-être va conduire à une guerre civile larvée ou réelle ou partielle ou dans certains États. Si un jour il y a un risque de guerre civile aux États-Unis, eh bien ce sera en partie parce que la gauche, ou plutôt les démocrates, c'est pas vraiment comme la gauche européenne, les démocrates sont beaucoup moins à gauche que la gauche européenne, mais les démocrates ont été irresponsables, pas tous, certains ont été bien, mais en ne prenant pas assez de recul. Et donc aujourd'hui, moi je crains des heurts très sérieux aux États-Unis parce qu'à la différence de la France, il y a quand même des restes d'un véritable racisme d'État qu'on croyait terminé, mais il y a encore des restes. Et donc, c'est comme en Espagne, Zapatero, il a été irresponsable lorsqu'il a réveillé la haine entre franquistes et antifranquistes, alors que le socialiste González avait dit « on n'en parle plus, on se réconcilie », comme De Gaulle avait voulu réconcilier les Français. Mandela a voulu réconcilier les racistes et les Noirs.
ce qui est extraordinairement magnanime de sa part. Parce que quand on a été emprisonné par les racistes blancs et qu'après on leur tend la main, pas aux criminels, mais à ceux qui ont quand même voté pour eux pendant des années, on est à des années-lumière du revanchardisme, du revanchisme, aujourd'hui, des Black Lives Matter. Donc je crois que malheureusement, on a perdu cet esprit de Mandela qui à un moment se dit j'aurais envie de me venger, ils m'ont mis en prison. Mais l'urgence, c'est qu'on finisse pas dans un bain de sang et qu'on construise l'avenir de manière positive, positive thinking. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait prendre comme exemple. C'est un peu la théorie aussi de Anthony Robbins, de la PNL, pas que de Mandela. Voyons ce qu'on peut faire pour améliorer et pour pas oublier. On n'oublie pas, c'est comme vous, la mémoire, vous l'oubliez pas. Il y a le Yad Vashem en Israël, mais on va de l'avant. D'ailleurs, Israël condamne beaucoup moins les populistes comme Orban que l'Europe de l'Ouest, alors qu'elle serait plus autorisée à être vigilante. Mais elle se dit, on essaie de voir avec des schémas. En 2020, c'est plus les mêmes aujourd'hui qui sont les ennemis des uns ou des autres. Puis, le monde évolue, mais les représentations n'évoluent pas assez vite. Et puis surtout, on a construit énormément de monuments de mémoire, justement pour se souvenir, alors qu'aujourd'hui, quand on regarde ce type de mouvement qui est en train de détruire des monuments, détruire des statues, pour justement essayer d'éradiquer et d'effacer toute cette mémoire. Oui. Et c'est fou parce que, certes, à l'époque de Churchill, il y avait beaucoup de gens qui étaient pour la colonisation. Alors, dans ce cas, il faut bannir aussi l'homme qui a écrit le plus beau texte, qui est lu par beaucoup de maçons et de non-maçons aussi, Kipling, La lettre à mon fils, il faut l'abolir parce qu'il était colonialiste. Il faut donc interdire la maçonnerie, puisque Kipling était colonialiste. Il faut interdire pratiquement tous les hommes politiques qui ont sévi jusqu'aux années 70 ou 60, parce que les hommes politiques qui étaient à la tête des pays occidentaux jusqu'aux années 60 avaient tous été pour l'Empire, y compris Guy Mollet, le socialiste, et M. Mitterrand, le socialiste. D'ailleurs, Mitterrand a même été pétiniste un moment avant d'être résistant. Après, il a été pour l'Algérie française. Il a maté, d'ailleurs, il a beaucoup plus tué d'Algériens que de Gaulle. Dans ce cas, il faudrait interdire le PS. Il faut interdire tous les hommes politiques, y compris Mitterrand, et enlever leur statut, puisque Mitterrand était décoré de Pétain. Il faut interdire Churchill, il faut interdire tous les présidents américains qui n'étaient pas totalement opposés à la ségrégation, c'est-à-dire tous jusque Kennedy. Donc on est en plein délire. Et alors certes, peut-être qu'ils avaient tort de penser comme ça, mais on ne peut pas juger le passé avec l'œil du présent. Sinon, vous-même, le peuple d'Israël, vous allez interdire l'Ancien Testament pour nous, la Torah pour vous, puisque dans l'Ancien Testament et dans la Torah, il y avait des justifications de guerre, d'esclavage, de polygamie. Donc en gros, il faut interdire tout ce qui n'existait pas avant les années 80. Tous les manuels scolaires, toutes les références religieuses, tous les textes sacrés, tous les livres d'histoire et tous les films, puisque les films jusqu'aux années 50, avec John Wayne, qu'on veut interdire, il y avait aussi une justification du suprémacisme américain contre les Indiens autochtones. Bien sûr, moi je suis pour les Indiens, mais on ne va pas interdire tous ceux qui ont été pour le Grand Ouest. Et là, on voit bien que c'est un délire total. On est en plein délire de paranoïa collective chez les uns et chez nous, les Occidentaux, de délire de suicide, de haine de soi, d'autoflagellation qui devient complètement pathologique. Monsieur Alexandre Delval, vous avez un message rafraîchissant, à la fois terriblement réaliste, mais bourré d'optimisme. On espère qu'on va tous sortir par la grande porte, même si ça va pas être évident. En tous les cas, continuez de faire ce que vous faites sur les plateaux télé, dans vos conférences, dans vos livres, parce que vous apportez vraiment un éclairage qui est hélas un peu trop isolé par rapport à tout ce qu'on peut entendre dans les grands médias. Jérôme, une dernière question ou je crois qu'on a vu le sujet. On a vu le sujet. Merci beaucoup. Et merci puis, à vous. Merci beaucoup, Monsieur Delval. Et vous avez raison de dire qu'il y a un espoir, puisqu'en Arabie Saoudite et aux Émirats et en Égypte, il y a des nouveaux courants qui veulent la paix, même pour le sujet qui vous intéresse, avec une vision beaucoup plus ouverte. Donc il y a de grands changements. Et après tout le pessimisme que j'ai dit, vous avez raison, vous avez deviné que j'étais quand même optimiste, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont nous surprendre en bien dans l'avenir. En tout cas, Bezrat Hashem. Merci beaucoup, Monsieur Delval. Passez une bonne fin de soirée. À très très bientôt. Jérôme. Daniel. Un personnage. Oui, un personnage très intéressant, effectivement, une voix qu'on aime entendre parce qu'on l'entend très peu. Alors, pour préparer cette émission,
je me suis avalé des tonnes de vidéos, des conférences qu'il a pu faire, des échanges, des discours, des interventions en plateau extrêmement agitées. Et en fait, il est droit sur sa ligne. Et là où il est intéressant, c'est qu'il est sorti du contexte émotionnel. C'est-à-dire qu'il est sans arrêt dans l'argumentation, la justification. Le factuel. Et voilà, par les preuves. Tout à fait. On est que dans du factuel. Et c'est ce qui est vraiment, vraiment intéressant. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a invité. Il nous a fait l'honneur d'être avec nous ce soir. J'espère en tous les cas que cette émission vous aura plu. Restez sur Tandem 2.0 parce qu'on a des tas de sujets intéressants à aborder. À très vite.